cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Nous avons parlé de couleurs hier, et bien aujourd'hui on va évoquer la fameuse pilule bleue. Elle est arrivée sur le marché en 1998 et elle a révolutionné la sexualité masculine. Et oui, j'ose l'affirmer parce que cette pilule a enfin libéré la parole sur un sujet masculin tellement douloureux. L'impuissance. À tel point d'ailleurs qu'à présent, ce terme d'impuissance n'est plus réellement utilisé, à juste titre d'ailleurs, parce que quel que soit le problème d'érection, figurez-vous messieurs qu'il y a toujours aujourd'hui une solution. Malgré tout, les hommes et les femmes ne sont peut-être pas encore assez bien informés. C'est donc le but de ces 2 heures avec Eric Haller. Nous allons vous informer. Vous allez pouvoir connaître toutes les solutions pour retrouver votre puissance. Eric Haller va nous indiquer quelle est la meilleure solution suivant votre cas en particulier. Alors si vous connaissez des pannes de temps en temps ou si vous êtes particulièrement en panne régulièrement d'érection, que vous soyez diabétique ou simplement avec des petites angoisses érectiles, eh bien venez témoigner, venez nous appeler au 0826 300 300 et on trouvera votre remède, on trouvera ce qui est le mieux pour vous, parce que en effet, Eric Haller, il y a pratiquement pour toute solution, enfin pour tout problème érectile, une solution. Bonjour Brigitte. Oui, c'est ce que je dis aux patients qui viennent consulter. Ils sont souvent désespérés, il faut le dire, eux, leur compagne, leur partenaire. Et en conclusion de la consultation, je leur dis, vous savez, de toute façon, d'ici 6 mois, 1 an, nous aurons trouvé une solution ensemble. Voilà. Et ça, c'est quand même relativement nouveau. Je pense qu'avant 98, il y avait une sorte de chape de plomb sur l'impuissance masculine. Dès qu'un homme avait des pannes, il n'y avait pas grand-chose de toute façon, à part le vacuum. Et on sait que ça marche quand même pas très bien. Oui, vous avez raison, Brigitte. 98, le Viagra, ensuite le Cialis ont vraiment libéré la parole, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Cela a permis finalement de peut-être un peu de médicaliser d'une certaine manière ce problème, au lieu d'en faire un pur problème d'appréhension personnelle ou de difficulté dans ses certitudes sexuelles. Et c'est pas mal parce que ça a permis aux hommes et aux couples, j'insiste sur cela, souvent ce sont les femmes qui disent écoute, tu devrais consulter, peut-être il y a une solution. Cela permet à beaucoup d'hommes de pousser la porte d'un cabinet de consultation, et Dieu sait que c'est difficile, bien sûr. Et ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que peut-être avec tous les outils dont on dispose maintenant pour faire le diagnostic, parce que j'insiste toujours au cours de nos émissions, et je vous remercie à nouveau de cette tribune, il est important pour choisir le remède de connaître la cause. En effet, c'est un symptôme, c'est comme la fièvre, les troubles de l'érection. Et c'est en connaissant le ou les mécanismes parfois responsables du problème qu'en effet, on peut choisir la meilleure solution. Oui, et ce qui est important aussi à comprendre, c'est qu'avant 1998, quand il y avait un homme qui avait des pannes d'érection, c'était toujours d'ordre psychologique pratiquement, ce qui était faux d'ailleurs. Mais on avait l'impression, c'est que quelque part, il avait du stress ou alors, c'était fini de toute façon, et puis il allait terminer sa vie sans plus pouvoir avoir d'érection, et puis c'est comme ça. 98 a apporté une solution médicamenteuse, parce que c'est un médicament, rappelons-le, qui se donne sur ordonnance et non pas qu'on trouve pas sur Internet. Surtout ne pas l'acheter sur Internet, parce que souvent c'est du plâtre, et ça peut même être dangereux. Oui, voilà. Et puis ça a ouvert aussi les choses, parce que on sait maintenant que il faut faire des vrais examens pour comprendre d'où vient ce problème érectile, parce que parfois c'est juste parce qu'on a connu une panne et puis donc on a peur d'avoir à nouveau une panne, et c'est juste une question en effet psychologique. Et puis de temps en temps, c'est dû à des maladies, c'est dû à peut-être des fuites veineuses, c'est comme ça que vous appelez ça ? Absolument, oui. Parce que vous êtes professeur de chirurgie vasculaire et endovasculaire, c'est comme ça que vous avez découvert aussi qu'il y a des jeunes hommes qui, par exemple, ont des fuites veineuses et donc n'ont pas d'érection, non pas parce qu'ils sont stressés et qu'ils ont peur des femmes, juste parce qu'ils ont
je ne sais pas si on dit une malformation, mais enfin, en tout cas, un problème d'ordre physique. C'est ce qu'on dit. Absolument. Et il y a un point aussi qui est extrêmement important, c'est qu'on peut savoir soi-même si le problème est d'origine psychologique, parce que c'est vrai, ça existe. L'homme lui-même ? Ah oui. Alors nous essayons de répondre à cet auto-diagnostic qui se fait à travers 3 questions que l'on peut se poser soi-même. D'accord. Alors 1. Est-ce que ça marche le matin quand je me réveille ? Si ça marche le matin et que ça ne marche pas avec partenaire, ça veut dire que le stress associé à la crainte de perdre ses érections est majeur et que c'est le problème sur lequel il faut travailler, pour lequel il y a des solutions aussi, bien sûr. Mais s'il n'y a plus d'érection le matin... Et on peut se faire d'ailleurs aider médicamentalement. Pour le stress, bien sûr. Oui, on s'est compris. Nous sommes compris. D'accord, c'est pas parce que c'est uniquement dû au stress qu'il n'y a pas une solution auprès d'un médecin, bien sûr. Donc, est-ce que le matin, lorsque je me réveille, je bande. Si oui, bon, la machine marche bien, d'accord, les hormones sont bien, les vaisseaux sont bien, les nerfs qui commandent l'érection sont bien, donc tout est une question pour l'essentiel de psychologie. Première question. Deuxième question, quand je suis tout seul, à l'abri des regards, est-ce que ça marche ? Là aussi, il n'y a pas de stress. Donc, si ça ne fonctionne pas, c'est que, ah oui, là, il se passe quelque chose. Et vous voulez dire que quand un homme se masturbe, s'il n'arrive pas à avoir la bonne érection qu'il avait avant, c'est qu'il y a peut-être quelque problème chose médical. Absolument. Et puis, comment ça se passe avec partenaire ? Alors, c'est là, l'analyse est complexe, parce que c'est là qu'intervient le psychisme, la fameuse angoisse de performance. Donc, on ne peut pas en dire grand-chose. Mais sur les 2 premiers... Si on voit que ça ne fonctionne pas, on est dans les 10%, c'est beaucoup, les 10% d'hommes, tous âges confondus, qui ont des problèmes d'érection pour des raisons médicales. D'accord. Tout âge confondu, vous dites bien. Oui. Ah oui, surtout, ne pas accepter l'idée que quand on a 20 ans, on bande toujours. Non, c'est faux. Hélas, on peut très bien, à 20 ans, avoir cette maladie qui sont les fuites veineuses, dans laquelle le sang rentre très bien, le désir fonctionne bien, le sang rentre très bien dans le pénis, mais il ressort tout de suite. Et donc, parce qu'il rentre par les artères et il ressort par les veines, c'est ça ? Absolument, bravo. D'accord. Non, j'ai un tout petit peu quand même de connaissances. Absolument, et nous savons que c'est entre 1 et 2% des hommes de moins de 25 ans, ce qui est considérable. Oui, et encore, et c'est pourquoi votre émission est si importante, et je vous en remercie à nouveau, il faut diffuser cette information, il faut le faire. Si vous nous écoutez autour de vous, il faut être attentif à un homme qui a 20 ans, 25 ans, qui n'a pas de petit ami, qui vit un peu seul, qui est peut-être un peu fragile ou pas, ou au contraire qui compense par une excellence professionnelle ou dans le sport, et qui peut-être rencontre ce problème parce que pour lui, c'est très compliqué à 20 ans de pousser la porte d'un cabinet médical, d'autant que, hélas, il faut quand même le dire, malheureusement, encore maintenant, assez souvent, on lui dira que c'est dans sa tête. Non, mais il ne faut pas accepter ça. Il faut dire non, j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, ça va bien par ailleurs, mais j'ai ce problème. Il faut que vous me fassiez faire une échographie Doppler du pénis. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce jeune homme de 20 ans ne peut pas se masturber jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il va il n'a avoir... pas de rigidité en se masturbant. C'est ça. Il va avoir du désir, il va avoir un début d'érection et ça repart aussi vite. Et donc, il n'arrive pas à l'éjaculation. C'est ça. Alors, parfois, non, mais excusez-moi d'être précise. Il faut être très précis. Mais il y en a, vous me dites 1 à 2%, donc il y en a forcément au moins un qui nous écoute. Oui. Donc, bien sûr. Quand vous regardez la finale de la Coupe du Monde, vous voyez, en général, ce sont des hommes qui assistent au match de football, à peu près. Eh bien, vous voyez des dizaines de milliers d'hommes. Eh bien, vous en comptez 100. Il y en a 1 à 2 qui vit en enfer s'il a moins de 25 ans à cause de ce problème. Et donc, il faut le détecter par l'échographie Doppler du... Et ça se guérit facilement. C'est une opération, j'imagine. Ça se guérit. C'est une opération qui n'est pas encore, malheureusement, très diffusée, même si nous formons des jeunes médecins, des jeunes chirurgiens à prendre ce problème en charge. Mais oui, j'ai vu encore récemment un jeune homme que j'ai opéré 3 fois. C'est parfois très très compliqué, et qui m'a dit écoutez, ça y est, maintenant ma vie est complètement transformée. Il a 24 ans. Et vous lui sauvez sa vie amoureuse et sexuelle, en tout cas. Oui.
Oui, c'est une grande fierté. J'imagine. Et puis, à part ça, bon, il y a l'âge, il y a les maladies, et c'est vrai que beaucoup d'hommes, au fil des années, vont découvrir des fuites, des pannes. Tout à fait. Et là, il y a des solutions au cas par cas. Absolument. Alors, il y a une situation dont j'aime bien parler parce que je trouve que d'abord elle est très nombreuse. Il s'agit des patients diabétiques. On sait que le diabète est associé à des troubles de l'érection, pardonnez-moi, et ça peut être parce que les artères sont un petit peu ou complètement bouchées, parce que les nerfs qui commandent l'érection sont abîmés. On sait que le diabète abîme les nerfs d'une manière générale, ou c'est parce qu'il y a des fuites veineuses, c'est possible aussi. Et si on ne sait pas pourquoi, par quel mécanisme, on ne peut pas trouver la bonne solution, alors que on trouve, pour un patient diabétique, on trouve toujours une solution. Et je l'ai dit la semaine dernière, d'ailleurs, les injections intracaverneuses sont remboursées par la Sécurité sociale pour les personnes diabétiques. Absolument. En 1998, lors des négociations avec la Sécurité sociale, parce qu'évidemment, on peut concevoir que ça représente un volume de prescription considérable, donc beaucoup d'argent pour d'argent public. À qui va-t-on permettre ou faciliter l'accès à ces médicaments, plutôt faciliter, Eh bien, il a été décidé que ce seraient les personnes diabétiques, que ce seraient les personnes qui ont une maladie neurologique ou à la suite d'un accident comme par exemple une fracture du bassin, accident de moto tout à fait classique. Paralysie. Donc il y a un remboursement à la fois du médicament sous forme de cachet et aussi des auto-injections, donc du produit qu'on s'injecte dans le pénis pour susciter l'érection. Et ça marche, c'est pas comme les pilules qui vont marcher que s'il y a du désir. Là, c'est mécanique. Absolument. L'injection court-circuite tout. Court-circuite le cerveau, court-circuite le système neurologique. Et donc, même si on a le désir un petit peu abîmé par la maladie, on conçoit que ça puisse arriver, ou par la perte de confiance en soi du fait de la maladie, même si en tout cas, si les nerfs sont abîmés, eh bien, ça fonctionne très bien. La seule limite, c'est lorsque les artères sont bouchées ou lorsqu'il y a des fuites veineuses. Donc, c'est là que la chirurgie vasculaire intervient pour déboucher une artère, pour boucher, à l'inverse, des fuites veineuses. Et on arrive à ce moment-là, soit à ce que le patient diabétique soit complètement autonome et retrouve complètement ses érections, ou que, au moins, les médicaments deviennent efficaces et qu'il puisse accéder à une sexualité. Et il faut savoir même que des acteurs de films pornographiques ou des gens qui vont en club libertin utilisent ces injections pour être sûr d'avoir une érection. Donc, on sait que ça marche. Absolument. Voilà. Bon, on va faire du cas par cas. Messieurs, vous avez la possibilité d'appeler au 0826 300 300 et de communiquer avec Eric Allaire qui vous expliquera comment vous pouvez retrouver votre virilité triomphante. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Eric Allaire, professeur de chirurgie vasculaire. Nous évoquons toutes les solutions qu'il y a pour que les hommes puissent retrouver une érection. Et c'est important, on l'a déjà signalé, il y en a des solutions. Et c'est vraiment du cas par cas. Et je trouve qu'on n'a pas encore suffisamment diffusé cette information, notamment auprès des médecins et même des urologues. Parce que qui dit urologue ou andrologue dit spécialiste de l'organe masculin, mais pas forcément sexologue. Oui, et vous savez, nous nous trouvons un peu dans la situation de la chirurgie du cancer du sein il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'on disait, hop, on vous guérit du cancer. Donc l'esthétique, l'image que vous avez de vous-même, madame, écoutez, c'est pas très important. Vous êtes en vie, vous n'allez pas vous plaindre. C'est ça. Et puis, ça procédait d'une certaine sincérité. On n'est jamais assez à l'écoute de ces patients. Et puis, graduellement, les associations de patientes ont dit, mais attendez, c'est pas comme ça que ça se passe. Bien sûr, merci de ce que vous avez fait, mais moi, je veux retrouver une vie comme avant. Et donc, maintenant, la reconstruction mammaire fait partie de la chirurgie du cancer du sein. Eh bien, pour la chirurgie de la prostate, qui souvent peut s'accompagner de difficultés d'érection. C'est le cas de Jean-Luc justement qui est avec nous. Merci Jean-Luc de prendre la parole. Et Eric Allaire est là pour vous écouter et vous aider. Bonjour Jean-Luc.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Eric. Bonjour Jean-Luc. Pour moi, suite à une opération d'un cancer de la prostate, j'ai essayé une multitude de produits et ça ne fonctionne pas, quoi. Ouais. J'ai pris un rendez-vous pour un implant pénien et là, je me suis pas senti en confiance. Je me suis senti écouté bien sûr, mais pas. Mais après en avoir rediscuté avec mon urologue, il me l'a fortement, me l'a déconseillé, quoi. Et pourquoi? Parce qu'il m'a dit c'est pas au point. J'en ai parlé plusieurs fois avec lui, pas au point, on retrouve pas le top. Et puis moi, peut-être que moi de mon côté, je n'avais pas décidé à faire le pas, quoi. Puis-je vous poser une question technique? C'est l'urologue qui vous a opéré de la prostate qui... Oui. Oui, Il alors... m'en a posé. Et après, c'était peut-être dans des années, quelques années auparavant, mais il m'a dit, moi, j'ai pas eu de bons résultats, quoi. Alors, les urologues sont des chirurgiens absolument extraordinaires parce que c'est un domaine extrêmement vaste. Ils s'occupent des calculs, ils s'occupent de la prostate, de la vessie, etc. Bon, donc tous ne s'occupent pas des problèmes d'érection. C'est comme ça. Donc, il faut, mon premier conseil, c'est de prendre conseil auprès d'un urologue qui s'occupe de problèmes d'érection ou d'un andrologue ou d'un médecin vasculaire qui s'occupe d'érection. Et à ce moment-là, il vous fera pratiquer des examens, donc cette fameuse échographie Doppler, qui peut-être sera normale, fera un électromyogramme pour voir si la chirurgie a, elle peut pas faire autrement parfois, abîmer le circuit de commande des érections entre le cerveau et le pénis, et en fonction de ça, saura vous proposer la bonne solution. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bonne solution après la chirurgie de la prostate? Alors, peut-être, quelle année avez-vous été opéré? Il y a 2 ans et 2 ans, un petit peu plus de 2 ans. Voilà. Maintenant, les chirurgiens de la prostate sont très attentifs et ils mettent leurs patients dans un programme de réhabilitation très précoce des érections. Mais quand vous avez fait vous avez fait à un moment donné des injections? Oui, tout ça. Mais et vous aviez une érection ou pas du tout? Pas moyenne, et vraiment avec des douleurs, je vous dis pas. Alors, si les érections... J'ai essayé plusieurs fois, je me suis pas dégonflé, j'ai essayé plusieurs fois. Mais c'était le pénis qui se dégonflait. Oui, mais vous, après, c'est 1h30, voire 2 heures à plier et vous savez plus où mettre. Donc, ça veut dire que ça marchait. Avec les DEX. Oui, mais ça veut dire, monsieur Jean-Luc, que les érections étaient dures après l'injection. Oui, non. Non, elle n'était pas dure. Vous aviez la sensation d'être en érection, ou même, voilà, beaucoup plus, mais ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. Alors à ce moment-là... Mais les douleurs, je vous dis pas. Alors, les douleurs, c'est variable. Mais en ce qui concerne la dureté de l'érection, si l'érection n'est pas dure après une injection, c'est soit parce que l'injection n'est pas suffisamment dosée. D'accord, il n'y a pas... Jusqu'à 20 Alors, c'était suffisamment dosé. Je vois que vous connaissez très très bien votre situation. Donc, on a commencé, on a diminué les doses parce que j'ai essayé de diminuer les doses pour voir. Non, mais à chaque fois, c'était une douleur. Mais je vous dis pas... 2 heures dans une baignoire avec de l'eau, vous savez pas comment mettre l'eau tiède. D'accord. Voilà, non. Alors vous faites partie des hommes qui ne supportent pas les injections, c'est rare. Bon, c'est pas de chance, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, hein. D'accord. Oui. Bon, en tout cas, si les érections ne sont pas bonnes malgré les injections, il faut d'autant plus faire une échographie Doppler parce que ça veut dire peut-être qu'il y a des fuites veineuses. Et en traitant les fuites veineuses, on peut rendre les injections efficaces. Bon, mais là où vous en êtes, faut pas rester comme ça. Il faut consulter un urologue, un andrologue, qui vous fera faire un bilan et avec lequel ou laquelle vous pourrez rediscuter la mise en place d'un implant pénien. Vous avez quel âge, Jean-Luc, aujourd'hui? 58. Bon, vous êtes jeune, donc 58 ans, franchement, ça vaut le coup de faire ces examens-là. Oui, alors, j'étais voir un andrologue, mais j'ai l'impression qu'il me vendait un produit qui me
qui me donnait pas de conseils. Il m'a pas parlé de Doppler, il m'a parlé, voilà, on pose ça, comme ça et comme ça. J'ai dit, est-ce qu'il y a des problèmes Oui, non, mais là, dans votre cas, Jean-Luc, il faut. On me vendait un truc, j'avais. Non, mais Jean-Luc, dans votre cas, c'est pas un produit qu'il faut vous vendre. C'est d'abord faire un réel diagnostic de la situation, voir si. On va le répéter parce que c'est important. Vous avez l'érection est provoquée par des sortes d'éponges qui se trouvent dans le pénis. Et ces éponges, elles sont dures quand il y a du sang qui rentre et qui gonfle ces éponges. Bon, le sang rentre par une artère et ressort par une veine. Excusez-moi, je fais ça très simplement. J'écoute religieusement. Non, mais voilà. Très précis. Bon, et si l'artère ou la veine est bouchée ou est coupée ou je ne sais quoi, ou les nerfs ne sont plus reliés, ben forcément ça pose un problème. Vous comprenez, Jean-Luc? Donc là, il faut faire un diagnostic sur. C'est une question de plomberie là. Vous comprenez? D'accord. Et donc, ce que vous propose Eric Haller, ça n'a pas été expliqué. Ben justement, c'est ce que vous propose Eric Haller. Nous sommes là pour ça. Il faut vraiment faire un diagnostic total de l'état de vos tuyaux. D'accord. Et une fois que vous saurez qu'est-ce qui est abîmé, on pourra réparer. Vous comprenez? Mais à 58 ans, franchement, restez pas. L'urologue m'avait dit que bon, j'avais 6 tumeurs cancéreuses d'un côté, 8 de l'autre. On m'a dit, voilà. Non, mais il vous a sauvé la vie. On va pas accuser votre urologue. Il vous a sauvé la vie. Mais maintenant, il faut un médecin, urologue, sexologue qui va vous sauver votre vie amoureuse. D'accord? Ok, ça marche. Ça marche. Merci en tout cas, Jean-Luc, de votre appel. Merci beaucoup. Avec plaisir, au revoir. On va se retrouver dans un instant avec notre sexy news Julia Palombe qui va nous parler de Nana et des autres, je ne sais pas. On voit ça dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Eric Haller, nous avons notre Père Noël, Mère Noël, qui est là, tout en rouge, n'est-ce pas, Julia? Vous êtes mis au goût du jour. Mais oui. C'est pour ça que je me suis dit. Habillée en rouge. J'ai vu que même les bas sont rouges. Mais oui, j'ai des bas et la petite culotte, c'est comme Anne Romanoff, elle est rouge. Tout est rouge. Les portes jartelles, tout est rouge aujourd'hui. Bon, vous savez ce qu'on a dit du rouge hier, Eric Haller? Non. Eh bien, il paraît qu'une femme habillée en rouge est 30% plus sexy. Ah oui? Oui. Ça vous intéresse, ça? Je crois qu'en Italie, on offre, pour la Saint-Valentin, on offre des sous-vêtements rouges. N'est-ce pas? Ben voilà, là j'ai mis toutes les cartes de mon côté. Et le rouge sur les ongles et le rouge sur les lèvres. Voilà. Bon, vous êtes en rut. Pas mal. Et justement, je vais vous parler de femmes en rut. De Nana et les autres. Parce que Flammarion réédite l'édition de luxe de 1882 du fameux roman Nana d'Émile Zola. La célèbre cocotte se paye une reliure en cuir dorée sur la tranche, s'il vous plaît, ornée de 70 gravures et sa paire de fesses est incluse, mesdames et messieurs. Oui. Le tout pour la maudite somme de 190 €. Qui veut de la petite bouche et des grands yeux d'un bleu très clair? Qui veut des éclats de rire et des coups de hanche sur la scène du théâtre des variétés? Ah, les néo-féministes d'aujourd'hui boycotteront certainement ce projet au nom du male gaze. Vous savez, tous ces hommes qui se prosternent devant le décolleté de Nana, Burke, c'est dégueulasse. Ça a de quoi en énerver plus d'une. Les influenceuses, elles, au contraire, si toutefois elles ouvraient ce livre, ce qui n'est pas sûr, mais quand même peut-être, prendraient volontiers Nana pour leur déesse, une femme qui réussit grâce à son coup de hanche et sa peau douce. Waouh, c'est le Graal. La mère Noël peut aller se rhabiller. Nana fait son comeback, corps de déesse qu'elle vend allègrement. Son corps, ses choix, diraient les jeunes filles d'aujourd'hui. Nana a une foule d'amants, ne se prive pas de l'amour lesbien avec sa camarade de coquetterie aussi, pourquoi pas. Elle se déshabille, elle aime ce qui brille, elle cumule les caprices pour l'argent et la gloire. Finalement, nous ne sommes pas si loin des Instagrammeuses et des TikTokeuses, d'aujourd'hui. Les décolletés plongeants et les fesses dénudées seront-ils pour l'éternité l'alpha et l'oméga de notre humanité? Et à la vitesse où le monde roule, sommes-nous condamnés à mater des culs sur TikTok?
Plus urgent encore, sommes-nous responsables de laisser nos enfants dans cette arène digitale pornographique, abétissante et addictive? Alors à cette question très sérieuse, le gouvernement chinois n'hésite pas à répondre catégoriquement en faveur de la protection de ses enfants, avec une longueur d'avance, il faut le dire, sur nous, puisqu'il empêche tout simplement les jeunes Chinois d'accéder librement à TikTok. Non seulement le gouvernement chinois limite l'accès à 45 minutes par jour, mais en plus il propose un contenu éducatif. C'est ce que nous révèle Tristan Harris dans l'émission américaine 60 minutes sur CBS. Et le résultat est quand même extraordinaire. Lorsque l'on demande à un enfant chinois quelle carrière l'inspire, il répond astronaute. Tandis que l'américain lui répond influenceur. Moi, personnellement, je préfère m'envoyer en l'air avec un astronaute qu'avec un influenceur, mais bon, je sais pas vous. Enfin, en tout cas, les petits Frenchies, je m'inquiète un peu pour eux parce qu'ils suivent toujours ce que font les Amerlocs. Alors bon, on est mal barrés. Mais que fait notre cher président pour sauver nos parties de jambes en l'air à venir? Où sont les régulateurs pour protéger nos ados du contenu pornographique, de la violence en ligne et du cyberharcèlement? Voilà une question à lui poser la prochaine fois qu'on aura l'occasion. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle année et j'invite tous les auditeurs à se replonger dans l'épopée romanesque Nana d'Émile Zola, non pour y découvrir la gravure de ses fesses, mais pour en redécouvrir toute la richesse et ouvrir les yeux sur la détresse et la misère que constitue l'envers de la célébrité sans talent. La littérature a cet avantage sur TikTok qu'elle joue avec des personnages fictifs et non avec des personnes de chair, victimes, complices de la décérébration de notre humanité. La littérature nous éclaire, nous avertit, nous élève. Pendant les vacances de Noël, profitez-en, seul ou à plusieurs, dans un lit ou dans un wagon de train, dans un café ou dans un avion. Le sexe, c'est bien, mais avez-vous déjà essayé la lecture ? Malheureusement, en effet, on lit de moins en moins et les chiffres sont assez inquiétants. Mais bon, c'est une belle manière de remettre Zola au goût du jour, peut-être. Oui, et peut-être d'ailleurs aussi l'abondaison dont on parle depuis le début de l'émission, elle peut être provoquée par des belles lectures, non ? Aussi. Ah, sans doute, bien sûr. Peut-être de moins en moins, plus par l'image maintenant, mais... Évidemment, je fais partie d'une génération pour qui c'est vrai. Pour nos jeunes, nos enfants, petits-enfants, je ne sais pas. Nous verrons. En tout cas, les chiffres sont là. Les gens achètent de moins en moins de livres, les romans marchent de moins en moins. C'est comme ça. Bon, après, la lecture restera, je pense, de toute façon, un art qui va subsister. C'est évident, mais c'est sûr que le temps libre. On est dans le creux là. On est dans le creux de la vague pour les lectures. Oui, je sais pas. Je pense que ça se maintient quand même malgré tout depuis pas mal d'années. Ça reste stable. Mais ça peut être un joli cadeau de Noël, en tout cas. Ah oui, je crois aussi. Et un joli cadeau de Noël à faire à ses enfants et ses petits-enfants, selon l'âge qu'on a, c'est sûrement de faire en sorte qu'ils ne regardent pas un écran à longueur de journée. Et ça, il n'y a peut-être pas besoin de l'autorité d'un gouvernement chinois pour le faire dans sa famille avec bienveillance. Vive la lecture, en tout cas. C'est toute la question, évidemment, de la démocratie. C'est à force d'avoir des parents qui ne sont plus capables de faire preuve d'autorité, on arrive à la dictature, c'est tout. Oui, je suis complètement d'accord. On laisse libre les parents en espérant qu'ils fassent les bons choix, mais malheureusement, de toute évidence, ils ne les font pas. Pas tous, heureusement. Merci Julia, en tout cas. Merci Brigitte, bonnes vacances et bonne fête à vous. On retrouve Eva maintenant. Bonjour Eva. Bonjour Brigitte, bonjour Eric. Bonjour Eva. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors première question, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être avec un homme qui avait une panne d'érection ? Oui. Ah oui, évidemment. Oui. Et deuxième question, comment avez-vous réagi ? Ça dépend l'homme en fait. Ah bon, ça dépend l'homme, c'est-à-dire ? Ouais, aussi. Soit effectivement il prend ça de manière assez légère et tout va bien, soit il s'énerve et là c'est plus compliqué. Parce qu'il faut avoir une réaction, pas une érection, mais une réaction adaptée. Voilà, ouais, tout à fait. Et alors, quand un homme s'énerve parce qu'il a une panne d'érection, c'est bizarre ça quand même. Si, parce que c'est peut-être pas la première fois que ça lui arrive. Raison de plus pour. Et alors, il s'énerve contre vous ? Il s'est énervé contre vous ? Ça peut, pas forcément personnellement, mais en tout cas, je sens qu'il y a de la tension.
une tension qui est compliquée à gérer pour lui. Ouais. Alors comment vous avez réagi ? Quand ça m'est arrivé, d'une manière, on va dire, plutôt tranquille, plutôt on enchaîne sur autre chose en fait. C'est pas forcément grave. En revanche, quand les choses se répètent, c'est plus compliqué. Oui. Avec le même homme, j'entends. Oui, et ben peut-être qu'il faut rappeler à toutes les femmes qui nous écoutent que lorsque ça se répète, il ne faut pas hésiter à dire à l'homme qu'il faut qu'il aille voir quelqu'un de... C'est ça. Voilà, c'est... Exactement ça. Absolument. C'est compliqué pour eux. Ouais. C'est Ouais. compliqué pour eux parfois. Hein. D'autant, Ça dépend Eva. quel âge ils ont. Ouais. Oui, oui, ça dépend de l'âge. Oui, je dirais. peut. Oui, en tout cas, il faut prendre le problème en main, si je puis dire, parce que ça s'auto-aggrave. C'est-à-dire que l'angoisse, finalement, se ressurgit à chaque occasion et est augmentée de fois en fois. Donc, c'est vraiment un cercle ascendant et il faut briser ce cercle. Et pour ça, il faut effectivement consulter. C'est impératif. la clé. Oui. Bon. Mais c'est vrai que c'est pas toujours. Sincèrement, Eva, je pense qu'en tant que femme, c'est toujours compliqué parce que c'est. Faut pas dire c'est pas grave. Faut pas dire bah alors tu me désires pas. Faut pas dire. Enfin, on peut faire la liste longue de tout ce qu'il faut pas dire, mais la liste de ce qu'il faut dire est courte. Je sais pas. Ouais, C'est vrai. Et alors, d'autant que les hommes. Vous savez, les hommes souvent n'ont pas beaucoup de mémoire ils en ont pour certaines choses, mais c'est très sélectif. Bah oui, ils se souviennent pas de la date de notre anniversaire, la date de mariage. Ça, je suis d'accord. Les hommes ont la mémoire courte. C'est celle de leurs enfants. Vous avez perdu une occasion de vous taire, Eric Keller. Non, mais attendez, je veux faire l'apologie quand même. Mais il y a une chose que les hommes retiennent bien, c'est la phrase ou les phrases prononcées par leur partenaire à cette occasion. Alors ça peut rester 30 ans gravé dans la mémoire et être un problème en soi. Bon, d'accord, donc là c'est de notre faute. Dernière question, Eva, et vous pourrez en poser une à Eric Keller, parce que franchement il l'a cherché. Est-ce que vous avez déjà fait l'amour avec une femme ? Ah, bonne question. Oui. Très tôt, il y a très très longtemps. Quand vous étiez jeune, ado ? Ouais, exactement. C'était bien, oui. Bah, c'était doux. Oui, c'était doux. Bon. Eh bien, je vous laisse poser une question à Eric Keller. Alors Eric, justement, ça tombe bien sur la notion du sujet dont on a parlé tout à l'heure. C'est est-ce qu'il y a un âge à partir duquel où effectivement on est plus amené à rencontrer ce type de problème d'érection ? Oui et non. Mais encore. Alors, vous avez cherché la réponse, hein ? Non, c'est pas ça. Après, ces deux questions en une, c'était est-ce qu'on a conscience des conséquences que ça a sur la femme, pardon, parce qu'on parle beaucoup de l'homme dans ces problématiques-là, mais peu physiquement de ce que ça peut induire au niveau de la femme. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. On ne parle pas assez de couple. Voilà la chose. On sépare les sexes et beaucoup de choses séparent les sexes, surtout dans notre société. Or, l'amour, ça se fait à deux. Donc c'est aussi une construction à deux. Donc vous avez tout à fait raison. On ne parle pas assez des conséquences que cela peut avoir sur une femme. Donc il y a un mot qui est quand même bien, c'est l'amour, le respect et la bienveillance de l'un et de l'autre, les deux. Et si l'on part de ce principe, peut-être on a plus de facilité à résoudre les problèmes. Alors je reviens sur l'âge quand même, parce que c'est votre question, je ne veux pas me défiler. Alors statistiquement, oui, bien sûr, plus le temps passe, et c'est de notoriété publique, plus les érections peuvent être difficiles. C'est pas obligatoire, il y a des hommes de 80 ans qui ont des érections absolument remarquables. Mais en tendance, c'est vrai. À partir de quel âge on peut considérer que... la 50. Alors... un homme de 40 ans bien portant vous dira que c'est quand même pas comme quand il était adolescent. Donc, il y a déjà une petite modification. Et puis, au-delà de la cinquantaine. Mais donc ça, c'est le oui, l'âge, et le non. Non, l'âge n'est pas forcément l'explication. Puisque nous avons parlé de ces jeunes hommes qui sont nombreux, qui ne peuvent pas avoir d'érection pour des raisons vasculaires.
Donc on peut très bien tomber sur un homme qui a ce souci, bien évidemment. Mais il y a évidemment l'âge, parce que tout vieillit au fur et à mesure, et puis il y a aussi les conditions de vie qui vont jouer. Plus un homme aura par exemple fumé, plus il y a des risques en effet qu'il y ait des problèmes d'érection. Voilà. Merci Eva. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous pour les réponses. Je vous en prie. Et puis, on continue à revenir sur ces questions d'érection et de solutions avec Alexandre qui nous a rejoint dans un instant. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eric Haller est avec nous et répond à toutes vos questions. Donc si vous avez envie de retrouver de meilleures érections, vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 0826 300 300. Alexandre est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Brigitte et Eric. Bonjour Alexandre. Donc vous, c'est peut-être un peu, c'est bien différent d'ailleurs de Jean-Luc. Vous n'avez plus d'érection avec votre compagne actuelle, c'est bien ça? C'est ça, oui. J'ai eu des problèmes d'érection et j'ai vu avec ma docteure pour me donner des cachets et elle m'a donné du Tadalafil. Tadalafil, oui. Voilà. Et ça marche, mais je trouve que c'est bizarre. Moi, ça marche plutôt le lendemain. Oui, c'est normal. Ah, c'est normal. Enfin, oui, c'est normal parce que probablement, vous le prenez avant les rapports, c'est ça? Oui, 1 heure ou 2 heures avant. Voilà. Alors, comme vous êtes stressé, vous dites si c'est pas le cas, mais peut-être. Oui, si c'est ça, oui, peut-être. C'est normal. Du coup, les hormones du stress s'opposent à l'effet du médicament. Et puis le lendemain, le médicament continue à être actif. Et là, vous n'êtes plus stressé, donc peut-être le matin, vous avez une meilleure érection. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, une solution, en tout cas, il faut l'essayer, et demander à votre médecin de vous le prescrire tous les jours, pendant 3 mois. Et vous aurez une imprégnation continue, et surtout, vous n'associerez plus la prise de médicaments à la performance sexuelle, c'est-à-dire à l'acte sexuel qui va venir là dans la demi-heure ou l'heure qui vient avec l'obligation que ça marche, etc. Et peut-être serez-vous beaucoup plus relax. Et peut-être que ça marchera mieux. Oui, sûrement, oui, mais c'est vrai que ça, je trouve aussi, l'action, c'est aussi, ça joue avec le mental. Eh oui. C'est vrai qu'à un moment, pendant une semaine, on l'avait pas fait. Des fois, c'est souvent qu'on le faisait pas. Et comme elle m'avait dit, moi, j'aimerais quand même qu'on le fasse 2 fois, une fois la semaine et une fois le week-end. Et c'est vrai que ça me stressait. En fait, quand j'arrivais le mardi ou le mercredi, et j'avais peur de ne pas avoir d'érection. En fait. Oui. Donc là, on entend que votre partenaire est un peu exigeante. Oui, un peu, oui. Bon, pas exigeante, mais je la comprends. Oui, mais je veux dire, quand je dis exigeante, je veux dire, elle attend de vous que vous bandiez sur commande, en quelque sorte. Oui, on va dire oui. Elle a une attente. Alors, vous savez aussi, il y a une chose que je prescris souvent à mes patients, ce sont des relations sexuelles sans pénétration. Ah. D'accord. Parce que par contrat, vous voyez, alors je fais une ordonnance, c'est amusant quand même. Moi j'aime bien l'idée de prescrire des relations amoureuses par ordonnance. Et je dis, écoutez, vous parlez à votre compagne, très important de parler, et vous dites, vous convenez ensemble, parce que ça ne peut être qu'un accord, que pendant 5-10 relations sexuelles, il y aura tout ce que vous imaginez, mais pas de pénétration. Alors pourquoi c'est une astuce intéressante? C'est parce que du coup, pendant 5-10 fois, vous serez décontracté. En tout cas, moins tendu. Vous saurez que vous n'aurez pas à produire la performance. Et donc ça va diminuer les hormones de stress que la petite glande au-dessus des reins, qui s'appelle la glande surrénale, produit. Et donc ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Et puis après, vous verrez où cela vous emmène. Mais vous interdisez, ça veut dire que même s'il y a une excellente érection qui dure, c'est non.
On ne fait pas. Et puis on fait toutes sortes d'autres choses. Hein, et c'est d'ailleurs une manière d'augmenter, de diversifier sa sexualité. Et dans un couple, Mais ça, c'est valable à condition que la compagne joue le jeu. Et si vous avez une compagne, Alexandre, qui veut absolument être pénétrée, c'est ce qui rend d'ailleurs souvent les femmes un peu exigeantes quand elles sont vraiment dans ce désir-là. Hein. D'accord. Oui, je vais lui en parler. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble 2 ans. Mmh. Et au début, ça marchait bien? Mais ça marchait bien quand on vivait pas ensemble. Oui. Et depuis juin, depuis qu'on vit ensemble, c'est vrai que après, on s'engueule quand même assez souvent. Des petites embrouilles, de rien du tout, mais après c'est vrai que ça me joue, ça m'énerve et sûrement c'est pour ça aussi que. Oui, après, donc ça se passe très bien. Après, c'est vrai que quand on est plus câlin, mais c'est surtout quand on part on part dans d'autres villes en fait, quand on part de chez nous, c'est là que c'est vrai on est plus amoureux, on est mieux et donc ça marche mieux, vous avez de meilleures érections. Oui. Donc c'est la vie quotidienne chez vous qui provoque chez vous un peu de stress et donc ça en fait, ce qu'il faut bien comprendre, Alexandre, c'est que votre panne d'érection, c'est un peu le symptôme du couple. C'est pas le symptôme de votre sexualité, c'est le symptôme du couple. D'accord. Et ça, c'est important que vous le compreniez parce qu'à ce moment-là, quand vous êtes un peu énervé parce que vous vous êtes disputé, ne cherchez pas à avoir un rapport sexuel. Oui. Vous voyez, parce que vous êtes dans un état de stress, peut-être même d'énervement contre elle. Et alors, d'une manière totalement physiologique, vous la punissez un petit peu en n'arrivant pas à avoir d'érection. Ouais, mais là, c'est quand. Après, c'est vrai qu'on a remarqué que c'est vrai que quand ça arrive, on se réconcilie au lit et ça va mieux. Oui, bien sûr. Mais si ça, alors après, il y a des couples en effet qui sont dans des sexualités qui vont bien quand ils se disputent. Après, mais voyez, je crois que c'est important d'analyser à la fois votre relation avec elle et vos pannes d'érection. Il y a certainement quelque chose à comprendre et donc à éviter d'essayer d'avoir un rapport quand vous êtes dans la situation qui provoque la panne. D'accord. Et ça, c'est à elle aussi de le comprendre. Oui. Parce que finalement, votre panne d'érection, elle vous dit quelque chose de votre relation de couple. Oui. Parce que dans votre cas, enfin, il me semble, Eric Allaire, je pense que Alexandre n'a pas de problème réel d'érection. Probablement pas. Puisque parfois, ça marche très bien. Ah oui. Oui, donc non, vous n'avez pas de problème de santé responsable de ça. Oui, et après, j'ai remarqué aussi, avant que je vive avec elle, ou je veux dire depuis quelque temps, avant j'avais toujours des érections le matin et j'en ai plus le matin, j'ai remarqué. Ah. Alors là, c'est autre chose. Je ne sais pas si c'est la fatigue ou. Et oui. ça, j'ai remarqué ça, que le matin, j'ai plus du tout d'érection le matin. Depuis combien de temps? Oh là, ça fait je sais pas combien de mois. Je sais pas du tout combien de mois. Ça fait beaucoup de temps. Plus du tout. Non, plus toujours. Non, plus du tout. Ah oui, alors là c'est autre chose. C'est autre chose. Brigitte Lahaye, faites un diagnostic. Hein, c'est-à-dire qu'il faut consulter. Là, c'est un autre problème. Vous en avez parlé à votre médecin? Vous aviez plus d'érection le matin? Non, j'en ai pas parlé. Parce que s'il n'y a plus d'érection le matin, ça voudrait dire peut-être qu'il y a en effet quelque chose à vérifier sur le plan organique. D'accord. Oui, j'ai remarqué ça depuis quelque temps. C'est vrai qu'à l'époque... Et quand vous vous masturbez, vous avez des bonnes érections? Moi, je prends la question numéro 2. Hein. Absolument. Oui. Bon, comme à l'époque, mais oui, si, ça arrive. Oui, si. Ah, c'est oui ou c'est non? Parce que... oui, si. Mais moins bien ou pas? Si, ça va, mais des fois, je bande pas à fond. Ah. Mais j'éjacule quand même. Ah oui, mais ça sont deux choses différentes. Hein. Ah oui. Non, mais là, quand même, Alexandre, vous semblez quand même avoir une petite difficulté érectile qui est due peut-être à quelque chose qu'il faut aller vérifier. Donc, faites des analyses. Il faut consulter. Et après, j'ai remarqué aussi, depuis plusieurs mois, quand on fait l'amour, j'éjacule, j'arrive plus à éjaculer en fait.
D'accord. Bon. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Mais là, franchement, faites un bilan. Je crois que ça vaut le coup. D'accord. Et puis après... Absolument. Et après, vous en saurez plus. On saura exactement quels conseils vous donner, s'il faut des médicaments, lesquels, etc. etc. D'accord. Ben merci Alexandre, en tout cas vous avez eu raison d'appeler parce qu'au moins vous êtes un peu plus au fait de ce qui vous arrive. Oui. On continue bien sûr à répondre à vos questions, à faire un petit diagnostic érectile avec Eric Allaire qui est avec nous, 0826 300 300. N'hésitez pas à appeler parce que vous voyez, comme vient de le dire Alexandre, on croit que c'est dû à la relation, puis en fait non, c'est peut-être simplement dû à une petite... bon, c'est pas grave, hein, Alexandre il va retrouver ses érections, mais au moins on peut avancer et on perd pas du temps inutilement. Petite devinette, Eric Allaire, quelle est la différence entre les hommes et les pruneaux? Vous avez le temps des infos pour essayer de me trouver une réponse, évidemment. C'est une réponse drôle, hein, évidemment. Allez, on fait une petite pause et puis on se retrouve avec vous, bien sûr. Et puis on jouera également dans cette deuxième heure à notre grand jeu Sapin de Noël. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous allons continuer durant cette deuxième heure à vous donner toutes les informations pour que vous puissiez retrouver vos érections si justement vous avez des petites pannes ou des grosses pannes d'ailleurs. C'est Eric Allaire qui est avec nous, professeur de chirurgie vasculaire. Je rappelle également que vous avez sorti un guide de l'impatient aux éditions Bookelis qu'on peut trouver donc sur internet, dans lequel vous donnez beaucoup d'informations justement sur l'érection, sur le pénis. Voilà. Alors avant de donner la parole à Elisa justement qui veut intervenir, j'aimerais la réponse à ma devinette. Quelle est la différence entre les hommes et les pruneaux? Je me rends une fois de plus. Bon, il y en a aucune en fait, parce qu'on les suce le matin et ils font chier toute la journée. C'est pas gentil, je vous avais dit. Non, c'est vrai, c'est pas gentil. Voilà. Bonjour Elisa. Bonjour Brigitte, bonjour Eric. Bonjour Elisa. Merci d'être avec nous. C'est votre compagnon qui a des petits soucis, il est diabétique, c'est bien ça? Oui, voilà. On lui a trouvé un diabète depuis 2018. Avec des prises en charge plus ou moins compliquées, parce qu'il a été bien pris en charge au début, et puis là, on a perdu notre médecin traitant. Il s'est retrouvé pendant 9 mois environ sans traitement. Il est en attente à nouveau d'un rendez-vous à l'hôpital en diabétologie, mais les délais sont extrêmement longs. Donc j'avoue qu'en ce moment, oui, c'est très compliqué et on retrouve à nouveau tous ces soucis qui sont liés au diabète, de dysfonctionnement érectile. Et là, oui, c'est vrai qu'on est un peu démunis. Quel âge a votre mari? Il a 48 ans. 48 ans. Oui, donc il est très jeune. Il n'a plus du tout de traitement actuellement? Alors si on a pu avoir du dépannage, donc il a quand même son insuline, etc. Mais c'est vrai que c'est pas aussi bien pris en charge que ça pouvait l'être auparavant. Donc là on est vraiment dans cette attente-là, mais c'est vrai que même pris correctement, son traitement, il y a toujours des moments où on va avoir des moments comme ça, bien que excités, sans souci, etc. Il y a une perte d'érection qui va se faire comme ça pendant la pénétration. C'est aléatoire, puis c'est frustrant pour lui, et puis souvent on entre dans un cercle un peu vicieux comme ça où il va se sentir un peu faiblir, et puis ça va lui monter, ça va l'énerver contre lui. Et il va finir par éviter les rapports après, par peur de l'échec, évidemment. Donc il est plus. Après, on est c'est vrai que c'est frustrant pour lui, mais la chance qu'on a tous les deux, c'est qu'il a quand même on a cette façon de faire l'amour quand même tous les deux, même s'il arrive pas à avoir son érection, juste passer du temps ensemble, se caresser. En tout cas, vous communiquez bien tous les deux. Oui, on essaye. Oui, non, mais c'est important pour lui et c'est important pour vous, bien sûr. Oui. Dans quelle région habitez-vous? On est dans le sud-ouest. D'accord. Oui, alors il y a deux choses. Je ne vais rien vous apprendre. La première chose, c'est effectivement sécuriser la prise en charge médicale du diabète.
Nous vivons un temps un peu bizarre. Hein. On ne s'attendait pas à ce qu'un jour il soit difficile à un patient sous insuline d'être pris en charge par le système de santé. Nous en sommes là. Bon. Je me retrouve dans un cas, je me retrouve dans un cas où personne ne veut lui faire d'ordonnance. Voilà, les médecins traitants ne veulent pas le recevoir parce qu'il n'est pas envoyé par l'hôpital. L'hôpital ne peut pas le recevoir en urgence, ne veut pas s'avancer à lui faire une ordonnance. Ouais. Parce que ça fait trop longtemps qu'ils l'ont pas vu. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue réellement. C'est je n'ai pas de mots, mais c'est comme ça que ça se passe. Je n'ai pas de mots, Elisa, pour moi qui suis médecin, qui fait ce métier depuis 30 ans, qui voit au quotidien notre système de santé se dégrader. Je n'ai pas de mots assez durs pour dire combien ce qui est mis en place depuis 40 ans et qui sape la médecine de ce pays aboutit finalement à une situation comme ça. Bon, mais c'est pas le sujet. Alors, mais donc sécuriser au maximum, je sais que vous le faites, hein, mais on ne peut qu'insister sur ça. Le deuxième point, c'est cette prise en charge de l'érection. Est-ce que vous avez essayé des médicaments pour l'érection ? Pas du tout. Je sais que précédemment, il y a une bonne dizaine, un peu plus de 10 ans maintenant, il a essayé le Cialis. Oui. Voilà, qui avait de bons résultats chez lui. Enfin, ça lui déplaisait pas, quoi. Ça, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que nous réellement, tous les deux, on n'a pas. Mais le problème, c'est si vous n'arrivez pas à avoir un médecin traitant, de toute façon, vous pourrez pas avoir une ordonnance et tous ces médicaments se donnent sur ordonnance. Est-ce que, alors, je dis un petit truc, je suis pas sûre que ça fonctionnera, mais c'est quand même une solution qui serait immédiate possible. Vous dites qu'il a quand même une érection et que c'est pendant le rapport qu'il la perd, hein ? Oui, voilà, il peut. Bon. Essayez quand même un anneau pénien. Parce que ça pourrait peut-être aider, parce qu'il me semble, d'après ce que vous me dites, qu'il y a une petite perte d'érection pendant le rapport, comme s'il y avait une fuite. Hein. Un anneau pénien, ça va serrer, ça va faire une sorte de petit garrot à la base du pénis. On en a déjà, mais ça marche pas. J'ai pas l'impression, même lui voit une grande différence non plus avec. Et puis c'est vraiment, c'est ce côté un peu aléatoire. Ouais, alors, de toute façon, il faut que vous le consultiez, je dis vous, hein, parce que vous êtes très, très aimante et vous êtes un couple bien harmonieux. On l'entend dans vos propos. Consultez pour les questions d'érection. On peut même faire des téléconsultations. Enfin, il y a des solutions techniques, si je puis dire, qui sont possibles. Il est indispensable, Elisa, que votre mari ait une échographie Doppler du pénis, une nouvelle fois. C'est une chose qu'il n'a jamais eue. Voilà, donc il faut qu'il ait ça. Il faut qu'il l'ait dans un bon centre. Alors, je suis désolé de ce mot, parce que malheureusement, cet examen n'est pas toujours pratiqué selon ce qui devrait être les règles de l'art. Donc il faut ça. Il faut qu'il ait aussi un bilan hormonal. Nous n'avons pas encore, au cours de cette émission, parlé de la testostérone, mais c'est vrai qu'après 40 ans, on a le droit d'avoir une baisse de testostérone qui peut être tout à fait bien compensée par des médicaments. Il faut qu'il ait un électromyogramme du pénis pour voir si le diabète a altéré, c'est possible, altérer la conduction du désir, si je puis dire, du cerveau, donc jusqu'au pénis. Voilà les trois... Les fameuses atteintes de nerfs. Absolument, madame. Voilà, avec le diabète. Et, bon, tout ça, c'est pas très drôle, hein. Mais, madame, à nouveau, et c'est ce que nous disions au début de cette émission, et c'est ce que disait Brigitte là, il y a toujours une solution, hein. Donc... Il faut rester guidé. La vie est pas facile. L'environnement peut être hostile. C'est comme les navigateurs sur un bateau. Hein. Il faut tenir compte de la météo, mais il faut pas oublier là où on va. Et là où on va pour vous, c'est retrouver les relations sexuelles que tous les deux vous souhaitez. Et à nouveau, il y aura une solution. Brigitte, nous avons 1 minute pour parler des implants. Bien sûr. Alors, il se peut que, je ne dis pas que c'est le cas, parce que sans avoir l'ensemble des examens, il y a peut-être d'autres solutions avant. Mais la mise en place d'un implant pénien, vous êtes un couple construit, stable,
qui dialoguer est une vraie solution. Il ne se pose en France que 800 implants par an. C'est incroyablement insatisfaisant et bas. En Allemagne, c'est 20 000. Aux États-Unis, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est beaucoup plus, pour une population plus nombreuse, bien sûr. Mais il faut prendre ce conseil, il faut avoir cette consultation et que vous ayez en face de vous les cartes à jouer. Et en attendant, garder justement cette complicité érotique qui va vous permettre de maintenir un lien satisfaisant en attendant d'avoir enfin un vrai diagnostic et la solution adaptée au diagnostic qui sera fait. Oui. Tout à fait, mais vous savez... Je voulais vous demander juste, consulter, tout ça, on s'adresse à qui en premier? C'est un urologue qu'il faut trouver? C'est très difficile. C'est une question très difficile. J'ai abordé cette question. Je ne trouve pas de médecin dans mon livre parce que c'est hélas trop fréquent. Le délai moyen des patients qui viennent me voir est de, j'ai plus en tête mais j'ai fait la statistique, est de quelque chose comme 6 ans d'errance. Voilà. Ah oui. Ouais. Et malheureusement, et c'est pas du tout une manière de se vanter parce que je trouve que c'est glaçant. Il y a des patients qui viennent pratiquement de tous les continents, y compris des États-Unis et du Canada, parce que tout simplement dans nos sociétés occidentales, on ne considère pas la souffrance des couples. Et ça, c'est terrible parce qu'il y a dans la littérature médicale, vous savez, c'est là qu'on a les preuves d'efficacité, de non-efficacité de traitement. On a tout ce qu'il faut pour traiter les gens. Donc effectivement, écoutez, vous essayez. Si vous n'avez pas la bonne réponse, c'est-à-dire si vous n'avez pas, on va faire les examens que je vous ai cités, on va après discuter les solutions et dans, le temps de mettre en œuvre tout ça, dans 6 mois, vous n'avez pas résolu le problème, ça veut dire qu'il faut frapper à une autre porte. Il faut frapper à une autre porte. Bon, en tout cas, Elisa, vous avez compris, il y a une solution. Le chemin va peut-être pas être facile, il y a des obstacles à sauter, mais allez-y, foncez. Beaucoup d'informations désormais. Et vous avez une grande force, c'est d'être ensemble et de parler de tout ça, et votre appel en est le témoignage, et ça, c'est irremplaçable. Bon courage, Elisa, et merci de votre confiance. Merci infiniment. Allez, on fait une petite pause, on continue bien sûr avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eric Haller est avec nous et on continue à vous informer. J'espère qu'il y a des médecins, des tas de gens comme ça qui sont dans le milieu médical, qui écoutent et qui prennent conscience qu'il faut s'informer encore et toujours. Bonjour Yannick. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Eric. Bonjour Yannick. Alors merci de réagir. Donc vous avez eu une grosse baisse de libido à un moment donné? Alors, c'est même pas une grosse baisse. En fait, je venais de sortir avec une nouvelle personne et le premier soir, rien, pas d'érection. Mais alors, rien de chez absolument rien. Bon. Voilà, donc bon, ça met un gros coup au moral. Et puis donc là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ai décidé d'aller voir un médecin pour savoir s'il fallait que je prenne des cachets ou s'il y avait un autre problème physique ou autre chose, quoi. Et je suis tombé sur mon médecin de famille qui était vraiment génial comme médecin. Après m'avoir ausculté tout ça et avoir discuté pas mal, en fait, il m'a dit que j'étais en train de faire une dépression. Parce que moi, ces 2 dernières années, avant de rencontrer cette dame, je m'étais mis à fond dans le travail suite à une séparation et il m'a dit, il m'a dit, en fait, ton cerveau, comme tu fais plus rien pour toi et que tu fais que travailler, et là, il te lance un signal d'alerte, et il te lance ce signal d'alerte par l'endroit où tu vas réagir le plus vite, c'est par le sexe. Voilà, donc du coup, après, il m'a donné un traitement pour soigner la dépression, en fait, pour me remettre, pas un traitement lourd, mais bon, quelques antidépresseurs, bien sûr, oui. Non, même pas tout à fait d'antidépresseurs. A priori, c'est des trucs juste pour être un peu plus gai et tout, parce qu'il m'a dit, elle est sous-jacente, votre dépression, elle est pas complètement affirmée. Et après, par contre, il m'a fallu quand même du temps, y compris avec cette personne qui est restée quand même, malgré tout. Je la remercie. Il m'a fallu du temps après pour aussi remonter la pente et ne plus avoir ce stress. Parce qu'après, c'est toujours pareil, le cerveau enclenche derrière et chaque fois qu'on se retrouve dans une position ou dans un... Oui, la peur de la panne entraîne la panne. Voilà, donc il a fallu quand même du temps avant que ça revienne. Après, c'est revenu impeccable et tout.
Mais voilà, donc moi, mon problème était plus un problème dû à un surmenage de travail et à un début de dépression, quoi. Et aujourd'hui, tout va bien? Vous avez retrouvé votre libido, vos érections? Ah oui. Alors bon, ça a pris quelques mois pour que ça revienne correctement, clairement. Hein, après, bon, au début, à un moment, ça revenait un peu, puis ça repartait. Mais après, voilà, mes érections maintenant sont normales. Mais voilà, je veux dire, j'ai pas eu finalement besoin de recours aux produits genre Viagra et autres. Mais c'était vraiment un problème sous-jacent. Et je pense que j'ai bien fait d'aller voir le médecin sur ce coup-là, quoi. On peut féliciter votre médecin. Vous savez, autant il faut renforcer la formation des médecins, il faut faire en sorte que les médecins aient du temps à consacrer à leurs malades. Autant il faut saluer dans cette période très très difficile le travail que font tous les médecins dans notre pays. Ils sont passionnés par leur métier, ils sont au service de leurs patients et votre médecin en est un exemple très touchant et de grande efficacité. Et votre histoire est extrêmement intéressante, ça montre toute la complexité de l'érection. Il y a combien finalement l'érection est un signal, et j'aime beaucoup ce qu'a dit votre médecin traitant, que finalement votre inconscient, a décidé de tirer la sonnette d'alarme la plus visible et la plus compréhensible finalement pour signaler que quelque chose était compliqué dans votre vie. C'est vraiment le corps qui parle parce que vous n'arrivez pas à vous écouter, hein, en quelque sorte, Yannick. Ah ben moi j'étais parti pour donner une autre idée. Bon, je travaillais toute la semaine et le week-end, donc à l'époque je faisais beaucoup de programmation. Il m'arrivait de passer 26 heures, 28 heures ou des fois 30 heures dans le week-end en programmation, quoi. Maintenant, c'est peut-être aussi ce qui vous a aidé à surmonter visiblement une rupture difficile, hein. On sait quand même, là on donne l'info pour tous ceux qui nous écoutent, on sait qu'une rupture difficile peut provoquer des pannes quand on rencontre une nouvelle compagne, hein, parce qu'il y a quand même, si la rupture n'a pas été tout à fait digérée, ça peut laisser aussi des difficultés à retrouver toute sa confiance en soi, hein. Tout à fait. Je veux dire là, clairement, après, on a beaucoup discuté avec ce médecin qui était mon médecin de famille à l'époque. Il me disait que plus les personnes réfléchissent et se posent des questions, et souvent plus les personnes peuvent avoir des problèmes d'érection, parce que justement, on est trop sur la réflexion et peut-être pas assez sur l'instinct en quelque sorte. Il faut laisser l'animal reprendre le dessus, la bête. Voilà. Ben oui, c'est pas faux. Ben la pulsion, elle reste là, hein. La pulsion sexuelle, elle est là. Après, elle peut être complètement enfouie sur des tas de problèmes, mais normalement, la pulsion sexuelle, elle est là, hein. Oui, mais de toute façon, moi, par exemple, avec cette personne, j'avais du désir, j'avais envie d'elle, mais j'avais pas de réaction. Mais quand je dis pas de réaction, c'est vraiment impressionnant, parce que là, vous sentez rien, vous ressentez rien au niveau du sexe. Mais excusez-moi de vous poser cette question un peu indiscrète, Yannick, mais entre le moment où votre ex vous quitte et le moment où vous rencontrez cette femme, donc si j'ai bien compris, il s'est passé quand même du temps, 2 ans, hein, je crois. Oui. Vous êtes pas du tout masturbé pendant ces 2 ans? Très peu. Alors étonnamment, très peu, j'en ai pas forcément envie. Oui, ben ça c'est une grave erreur. Oui, non mais il y avait ça, et puis en plus, du coup, je ne sortais quasiment plus, je m'étais rentré dans mon Oui, vous étiez plus dans le plaisir de vivre. Voilà, et donc à un moment, le cerveau, il a dit les garçons, on va peut-être arrêter de coder, on va peut-être s'occuper de toi maintenant. Voilà. Oui, mais voyez, ça c'est quand même aussi un conseil qu'on peut donner aussi bien aux hommes qu'aux femmes d'ailleurs, hein. Malgré tout, même si vous n'avez plus de partenaire, maintenez votre organe sexuel en mouvement, quoi, parce que sinon, c'est peut-être que si vous aviez continué des masturbations régulières, il n'y aurait pas eu ce problème. Peut-être. Mais bon, après, même quand je suis sorti pendant des années avec quelqu'un, j'ai continué de temps en temps à me masturber parce que c'est un plaisir différent. Voilà. Donc, mais là, à l'époque, je pense que j'avais pas le cerveau pour. Oui. J'avais pas du tout l'envie. En fait, j'étais dans. Oui, ce qui est signe d'une petite déprime, bien sûr. Ah oui, voilà, clairement. Mais voilà, ça, je ne le referai plus. On va servir de leçon.
Bon, en tout cas, bravo à ce médecin. Ouais. Il y en a quand même qu'on peut saluer. Absolument. C'est Il y en a important. beaucoup. Saluer. Merci Yannick de ce témoignage en tout cas. Je vous en prie. Merci à vous. Et passez de bonnes fêtes. Merci. Vous aussi. Et puis c'est le moment de jouer à notre grand jeu de sapin de Noël en direct sur Sud Radio. Vous le savez, vous pouvez peut-être gagner une tablette tactile, des enceintes connectées, un casque Bluetooth offert par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Il y a également un coffret montre ruban avec un duo de 2 bracelets bijoux de la marque Les Interchangeables qui est à gagner et c'est d'une valeur de 187 €. Bon, en tout cas, des cadeaux, il y en a au pied de ce sapin de Noël sur Sud Radio. Et pour gagner, vous connaissez le principe, vous appelez le 0826 300 300. Ce sera le 6e appel qui va gagner dans un instant. Bon, on fait une petite pause et puis je vous invite à continuer à poser des questions ou pourquoi pas à témoigner. Eric Allaire est avec nous et peut répondre et trouver la solution qui vous conviendrait si vous êtes peut-être un petit peu en panne d'érection. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Eric Allaire, j'ai choisi un love conseil qui va parler de nos peurs en amour. Et c'est vrai que la peur peut aussi provoquer une panne, hein, bien sûr. Alors, les peurs, c'est évidemment des obstacles à notre bonheur, hein, et notamment à notre vie amoureuse. Donc, je vous invite à voir quelles sont vos peurs. Alors, si vous n'en avez pas, tant mieux. Hein, mais si vous avez des peurs, la première chose à faire, c'est de voir si elles sont justifiées et comment on peut arriver à les diminuer, ces peurs. Alors, elles sont nombreuses. Je vais vous en citer plusieurs. Alors, il y a déjà la peur d'être abandonné, de perdre son partenaire ou sa partenaire. Et cette peur-là, elle provoque des réactions qui sont complètement contre-productives, évidemment. La peur du changement aussi, par peur de changer quelque chose, notamment dans sa sexualité. On fait toujours pareil et une routine s'installe et la routine, c'est pas tellement fun pour la sexualité. Alors, il y a la peur de lui faire mal, la peur d'être jugé, la peur d'avoir mal, la peur tout simplement de faire l'amour, hein, bref. Et donc, c'est vraiment important de comprendre vos peurs. Est-ce qu'elles sont depuis votre début dans la sexualité? Est-ce qu'elles sont venues à cause d'une relation antérieure? Est-ce que vous pouvez en parler avec votre partenaire? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour les atténuer et qu'est-ce qu'elles cachent, ces peurs? Parce que le contraire de la peur, en fait, c'est la sécurité. Quand on a peur, on se sent pas sécure, et quand on se sent pas sécure, bah c'est pas simple d'avoir une relation sexuelle épanouissante. Hein. Ça paraît évident, mais c'est bien de le dire. Et alors le sentiment de sécurité, eh bien c'est quelque chose qu'on peut acquérir. C'est quelque chose qui n'est pas forcément acquis, inné pour tout le monde, mais on peut améliorer ce sentiment de sécurité grâce notamment à une meilleure confiance en soi. Et là, je le répète, hein, c'est des petites marches qu'on va franchir peu à peu. C'est pas tout de suite qu'on obtient la sécurité et la confiance en soi, mais c'est en faisant des petits efforts au quotidien. L'idéal, évidemment, c'est de ne pas rester figé sur ses peurs, de pouvoir communiquer avec son partenaire. Mais si vous n'arrivez pas à communiquer avec votre partenaire, vous pouvez aller consulter, évidemment, ou vous pouvez tout simplement déjà faire un petit effort, un tout petit effort qui permettra déjà de voir que vous avez réussi à franchir cette première marche et puis après une seconde, etc., etc. En général, si on est avec un partenaire qui nous aime, il est là pour nous aider. Il n'y a pas de raison qu'il ne nous aide pas. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir être lucide sur les peurs qui sont de toute façon toujours des obstacles à la sexualité. Très bien. Bon. Anne est avec nous pour tester ce jouet que vous avez reçu. Anne, il est tout noir. C'est un vibromasseur Rabbit Divine Noir de la marque Dorcel qu'on trouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Je vous laisse nous le décrire, Anne. Bonjour Brigitte. Eh bien, c'est un très bel objet. C'est un Rabbit, c'est-à-dire qu'il est en silicone déjà noir. Il est tout doux. Et donc c'est un Rabbit avec du coup une partie qui va dans le vagin et une partie du coup pour stimuler le clitoris. Et il y a un bouton on bien sûr, et puis on peut varier l'intensité des.
Alors, la spécificité de ce jouet, c'est la première fois que j'en vois un comme ça de Rabbit, c'est que bon, les anciens, ils avaient des petites oreilles de lapin, hein, c'est pour ça que ça s'appelait Rabbit. Celui-ci, il a un effet womanizer, c'est-à-dire une petite ventouse qui aspire la vulve. Hein. Le clitoris plutôt. Si vous arrivez vraiment à le placer tout de suite sur le clitoris, oui, mais sinon c'est la vulve. Mais on peut le remonter un peu. On peut jouer un petit peu avec. Mais oui, non, moi non plus, j'avais jamais vu ça. Donc c'est c'est le premier que je vois, donc. Voilà. Moi aussi, du coup. Eh ben, écoutez, hein. Et vous aussi, Eric, vous en aviez jamais vu? Ah non, jamais. Et ben voilà, ça vient de sortir, c'est nouveau, c'est. Et puis il est beau en plus. C'est vraiment un bel objet. Oui, il est magnifique. Efficace. Ouais. C'est vrai, c'est joli. Bon. Et inventif. Inventif, c'est le terme. Je suis d'accord. Et donc il y a évidemment 2 moteurs de vibration, hein, l'un pour le vagin, l'autre pour la vulve, avec différents modes de vibration. Je crois qu'il y en a 10. Et la tête Rabbit a 3 modes de succion. C'est ça, exactement. Voilà. Il se recharge par USB, évidemment. Ouais. Donc très efficace et puis non, il est original et très efficace. Donc à tester parce que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc c'est bien. Oui. Alors c'est du haut de gamme, hein, donc il est relativement cher, mais bon, 67 €, c'est pas mal pour se faire plaisir. Ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Bon. Alors, vibromasseur Rabbit Divine Noire de la marque Dorcel. Quelle note vous lui donnez, Anne? Je vais mettre un 10 sur 10. Ah, dis donc. 10 sur 10, en effet. Hein. Bon, écoutez, si vous voulez voir à quoi il ressemble ou vous le procurez, vous allez sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Et on vous le laisse, Anne, c'est notre cadeau de Noël. Merci beaucoup, Brigitte. Merci. Je vous en prie. Mais tiens, justement, puisqu'on parle de cadeaux de Noël, nous avons notre gagnante du jour, c'est Laetitia qui a gagné aujourd'hui. Bonjour Laetitia. Bonjour Brigitte, bonjour Sud Radio. Vous êtes la 6e à avoir appelé, donc c'est derrière ce chiffre 6 que vous gagnez. Que vous gagnez quoi? Qu'est-ce que vous avez gagné, Laetitia? Un peu de suspense. Je sais pas, je suis ravie déjà de vous avoir. Eh bien, vous avez gagné un moment de bien-être dans les instituts Guinot Maricorps. Alors, super. Vous avez droit à un soin de visage, un soin du corps, tout ça pour une valeur de 120 €. Ça va vous permettre d'être belle pour l'année prochaine. Hein. Écoutez, je suis ravie. Je peux vous dire que j'ai tenu le téléphone depuis plusieurs jours sans arrêt, du matin au soir. Eh bien, voyez, ça marche. Hein. Oui, ça marche. Il faut rester fidèle à la Sud Radio et on finit par gagner. Hein. Eh bien, écoutez, merci Brigitte, merci pour vos émissions et merci aussi au charmant jeune homme qui m'a reçu au standard. N'est-ce pas? Oui. En plus, vous avez pu fantasmer sur un charmant jeune homme. Oui, tout à fait. Et là, vous allez pouvoir vous rendre belle et la peau soyeuse grâce aux instituts Guinot Maricorps. Bon, et ben voilà. Merci beaucoup et merci à Sud Radio. Je vous en prie. Et continuez à rester fidèle sur Sud Radio, puisque toute la journée encore, vous allez peut-être gagner un cadeau en direct. Mais pour l'instant, on revient au sujet du jour avec Olivier. Olivier, bonjour. Merci d'être avec nous et avec Eric Allaire qui va vous écouter. Bonjour Eric, bonjour Brigitte. Bonjour Olivier. J'avais déjà appelé Brigitte il y a quelques temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est moi qui ai eu des soucis justement au niveau libido et au niveau sexuel suite à un infarctus. Un infarctus et des problèmes d'apnée du sommeil cumulés parce que derrière ça m'engendre des fatigues chroniques et c'est compliqué. Donc, suite à l'intervention que j'ai eue sur votre radio, je me suis posé pas mal de questions et comme je suis pas le genre de personne à reculer, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, et puis depuis, en fait, j'ai exploré beaucoup de pistes. Alors, j'ai attaqué par des trucs complètement basiques. Avec des substituts pour donner un coup de fouet à l'organisme. À ce niveau-là, pour essayer de me réveiller à ce niveau-là. Donc, j'ai fait classiquement des huîtres, le gingembre, les choses comme ça. Après, comme j'ai fait pas mal de sport dans ma vie, je connaissais des boosters de testostérone. Alors, notamment des produits comme les Tribulus, qui fonctionnent pas trop mal. C'est une racine, mais il faut être au minimum à 3 grammes par jour et c'est astreignant. C'est très astreignant.
Ça a un peu de résultats, mais c'est pas pharaonique. Voilà. Vous avez, j'imagine donc, vous êtes traité, soigné, suivi par rapport à votre infarctus déjà. Ah oui. Puis les effets secondaires des médicaments, ils sont pour quelque chose. Bien sûr. Et dans votre cas, j'imagine, Eric Haller, on ne peut pas conseiller évidemment les fameuses pilules. Ah si, tout dépend de la stabilité des coronaires. C'est-à-dire, est-ce que chez vous, le sang arrive finalement bien au cœur après les traitements que vous avez eus? Donc, il y a des interrogatoires qui permettent de savoir ça. S'il y a un doute, on peut faire ce qu'on appelle une épreuve d'effort, c'est-à-dire qu'on demande à votre organisme de travailler et on regarde si, à mesure que le cœur augmente son effort pour répondre à l'effort de l'organisme général, eh bien le sang arrive bien. Et si le sang arrive bien, vous pouvez tout à fait prendre ces médicaments. Donc il faut prendre conseil auprès de votre cardiologue. Alors j'ai expérimenté le truc, je vais vous le dire. Parce que moi, le problème, c'est qu'avec mes apnées du sommeil, c'est nada, puisque j'ai des fatigues chroniques. C'est vrai que l'apnée du sommeil, on l'a pas encore dit, mais c'est aussi un effet négatif aussi sur l'érection. Un grand pourvoyeur de dysfonction érectile. Vous êtes appareillé pour cette apnée du sommeil? Oui, je suis appareillé parce qu'en fait, il a été dépisté 1 an après mon infarctus. Et ils me disent que, textuellement, on me dit de plus en plus, non, c'est rien d'autre que ça, il y a un choc psychologique qui t'a déclenché. Voilà. J'achète pas ça comme ça. Hein. Voilà, donc je veux bien, voilà, bon, mais il a été dépisté 1 an après, voilà, c'est sûr. Alors, maintenant, je vais être clair, mon infarctus a été causé en grande partie par le décollement d'une plaque de cholestérol. Alors pas de mauvais, j'ai que du bon, parce que j'ai toujours fait gaffe à mon alimentation. Et ça m'a bouché en partie un réseau d'artères. Donc ils ont débouché comme ils ont pu pendant l'intervention. J'ai mes artères qui sont en très bon état. J'ai pas de stent. J'ai essayé de refaire un peu de sport du fait d'avoir ces fatigues chroniques. C'est très compliqué encore. Mais je suis quand même dans le mieux de jour en jour parce que mon apnée est traitée. Maintenant, c'est plutôt très lent. Et puis je me suis réessayé aux joutes amoureuses. Il a bien fallu. Et donc, étant donné que j'ai eu quand même une sexualité très sulfureuse, je m'y suis réessayé et j'arrive à pas trop mal gérer avec les petits comprimés bleus. Quand je sens que ça s'emballe un peu trop, je ralentis. Et même partenaire me connaissant un peu, on s'adapte. Et j'arrive à pas trop mal le faire. Mais aujourd'hui, cette partie-là de gélules me pose souci. Donc j'ai commencé à m'en défaire un peu plus. Et j'ai basculé sur autre chose, c'est que là aujourd'hui en fait concrètement j'ai un copain qui m'a proposé tu devrais essayer la testostérone en comprimé. Donc j'ai pris du Proviron, il y en avait une plaque. J'ai essayé et en fait ça m'a relancé correctement sans avoir les problèmes, je dirais cardiovasculaires, c'est-à-dire que je me sens mieux sans être sous pression. Je sais pas si vous voyez. Et là aujourd'hui pour moi je commence à revenir un peu mieux à la normale grâce à ça. Alors effectivement j'en prends pas des kilomètres non plus, j'en prends un jour sur 2 ou sur 3 et ça me rebooste un peu mieux. C'est vrai que j'ai moins cette sensation de fatigue. Je redresse un peu plus la tête au sens propre comme au sens figuré. Et dans la globalité, je vais sur le mieux, mais de toute manière, j'étais comme je me laisse pas faire ni par ça ni par quoi que ce soit, j'avais décidé psychologiquement d'aller plus loin si ça marchait pas. Alors, ce que vous avez fait, Olivier, c'est très très bien. Pourtant, en ce qui concerne la testostérone, est-ce que vous avez eu un dosage de testostérone par une prise de sang? Oui, j'en ai eu il y a pas mal de temps, ça. Oui, mais maintenant, parce que c'est
un peu problématique de prendre un médicament sans la testostérone, parce que même si c'est sous forme de complément, etc., ça reste une approche de médicament. Il faut que vous ayez à nouveau un dosage de la testostérone, et notamment d'une fraction qui s'appelle la biodisponible, c'est-à-dire celle qui se fixe directement sur les cellules, pas seulement la totale. C'est la biodisponible qui va être importante. Et en fonction de ça, votre médecin va vous prescrire de la testostérone sous forme... Une TRT, quoi. Pardon ? Et ce qu'on appelle une TRT. TRT... Une TRT, c'est-à-dire un suivi avec des injections de testostérone. Pourquoi pas ? Oui. Oui. Mais surtout avec une bonne surveillance médicale aussi de la prostate. Parce que par exemple, avec l'âge, on peut attraper, entre guillemets, un cancer de la prostate. Donc, il faut savoir... mon niveau de PSA, je le fais faire à chaque... Mon niveau de PSA, je le fais faire tous les trimestres. Formidable. Donc, vous êtes presque à la perfection, hein. Bravo. Donc, rajoutez à ça le dosage de la testostérone. Ensuite, voyez avec votre médecin les médicaments que vous avez. Il y a une classe de médicaments très connue qui s'appelle les bêta-bloquants. Ça a été une révolution dans le traitement des maladies cardiaques. Ouais. Alors, si vous en avez, ça peut déprimer. Mais il y en a un qui est très bon, qui n'empêche pas les érections. Donc, il faut demander à votre médecin de vous le prescrire. D'accord. Donc on voit bien là, Olivier, vous êtes vous faites tout ce qu'il faut et vous automédicamentalisez, si je puis dire, mais attention quand même parce que il faut pas tomber non plus dans un excès de quoi que ce soit, et c'est un peu le conseil que vous donnez à Olivier, Eric Allaire. Oui, tout à fait. Voilà. Mais c'est très bien, Olivier. Mais c'est bien, bravo, et c'est bon. Au moins. Il ne laisse pas tomber, et c'est ça qui est important. Formidable. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. On fait une petite pause et puis on va conclure dans un instant, toujours avec vous et avec Eric Allaire, bien sûr, sur ce sujet si important. Réagissez et participez à l'émission au 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eric Allaire est avec nous et je crois qu'on a, grâce à vous, Eric Allaire, donné beaucoup d'informations à tous les hommes et les femmes qui nous écoutent, parce qu'on ne le dira jamais assez. Hein. Dans cette histoire, quand il y a une panne d'érection, il y en a deux qui souffrent. Hein. Il y a l'homme, bien sûr, et sa partenaire. On va conclure avec Christophe qui est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour Eric. Bonjour Christophe. Ouais, mais j'espère que je suis pas vraiment hors sujet parce que moi c'est pas une panne d'érection, c'était plutôt des éjaculations rapides. Ouais, alors je sais pas si je suis hors sujet. Non, on est dans le sujet de l'homme. Et moi, depuis tout à l'heure, je vous entends parler de médicaments et tout ça, mais moi j'ai plutôt cherché une méthode naturelle pour régler ça en fait. Mais il me semble, je sais qu'il y a un médicament qui existe, mais je le trouve pas très efficace. En ce qui concerne l'éjaculation rapide, il n'y a pas vraiment de médicament. Hein. Oui, non, mais j'avais fait des exercices, du périnée, des exercices de respiration, et varier mon alimentation, avoir une alimentation moins sucrée, moins riche. Voilà. Oui, je vous écoute. Je peux vous poser une question. Est-ce que, d'abord, depuis quel âge vous avez ce problème d'éjaculation rapide ? En fait, ça a été non, j'ai pas vraiment eu. Ça a été une courte période de ma vie, en fait. J'ai pris le problème dès qu'il est arrivé. En fait, entre guillemets, ça a duré trop longtemps, entre guillemets. J'ai eu les réflexions de ma femme, et psychologiquement, ça m'a travaillé. Et après, ça a été le contraire. Et du coup, j'ai voulu réagir assez rapidement. Et j'ai trouvé des exercices. Mais tout seul ? Vous avez trouvé tout seul les exercices dans un magazine. D'accord. Mais voilà. Bon, donc vous démarrez votre sexualité avec votre femme, oui. Et à un moment elle vous dit tu tiens pas beaucoup, j'arrive pas à avoir du plaisir, c'est ça ? Non, c'est le contraire en fait. C'est psychologiquement, en fait, je tenais longtemps. Et elle me fait des remarques que j'avais plus envie d'elle, en gros. Elle disait, ouais, t'as pas envie de moi, t'éjacules pas. Nanana. D'accord. Et du coup, les rapports suivants, ça a été le contraire, ça a été... Trop rapide. Voilà. L'influence des femmes, hein. C'est terrible le pouvoir que nous avons sur votre sexualité, messieurs. Hein. C'est bien. Ouais, voilà. Après, c'est pour ça que j'ai eu peur d'être hors sujet. Et... Non, pas du tout. Ouais, voilà.
Bon, et donc vous avez fait des exercices de respiration, c'est-à-dire vous avez appris à respirer consciemment. Voilà. Un peu plus de sport cardiaque et manger plus équilibré, beaucoup moins de produits sucrés. Alors, je suis pas sûre, là, je parle après, moi, avec un spécialiste. Je suis pas sûre que l'alimentation va varier l'éjaculation, la rapidité de l'éjaculation. À mon avis, là, on est. Après, c'est peut-être psychologique. Non, mais c'est compliqué parce que on est en train de s'apercevoir que le sucre, c'est un grand toxique. Hein. Ah bah ça c'est sûr, mais on le sait depuis longtemps quand même. Oui, mais peut-être oui, c'est vrai, mais peut-être un peu plus maintenant, par exemple, sur le fonctionnement du cerveau. Probablement, une alimentation trop sucrée fait que nos neurones ne sont pas tout à fait connectés comme ils le devraient ou pourraient l'être. Et donc, le fait de diminuer l'alimentation sucrée, peut-être, hein, je ne sais pas, là je m'avance beaucoup, hein, mais pourrait améliorer les choses. Je crois qu'il faut toujours écouter les gens, il faut toujours écouter les patients, parce que souvent, ils nous font découvrir des choses. En quoi vous avez changé votre alimentation alors, Christophe ? Déjà, je mange juste quand j'ai faim, en fait. Avant, je mangeais par ennui, des fois. Donc vous avez perdu du poids ? Oui. D'accord. Et après, je me suis mis à faire du sport régulièrement aussi. Mais déjà de vous sentir mieux dans votre corps et d'avoir une meilleure estime corporelle, ça peut améliorer votre sexualité. Ça c'est sûr. Oui, sûrement. Mais voilà, moi après c'est mon analyse que j'avais fait moi-même tout seul dans mon coin, quoi. Vous avez très très bien travaillé. Alors, j'ai une question. Est-ce que vos érections pâtissaient, souffraient de ce problème d'éjaculation rapide ou pas ? Non, je gardais une érection. Ouais. Parfois c'est le cas. Et les deux peuvent être associés. Parfois on peut éjaculer très rapidement par peur, consciente ou non, de perdre ses érections. Mais donc c'était pas votre cas. D'accord. Bon ben voilà. Et c'est pas plus après, j'ai pas, à part j'arrive pas, j'ai pas approfondir le sujet parce que j'ai pas d'autres. Mais ce qui est bien, Christophe, et c'est l'information essentielle qu'on peut transmettre à ceux qui écoutent, c'est que vous vous rendez compte que votre sexualité ne convient pas, et tout de suite vous prenez les choses en main, si je puis dire. Et c'est ça qui sauve, parce que plus on reste, je vais le répéter, la sexualité elle est très cognitive, donc plus on reste dans des habitudes sexuelles, moins c'est facile de changer le geste. C'est pareil pour un sport, c'est pareil pour n'importe quoi, hein, on le sait très bien. Mais c'est d'autant plus vrai pour la sexualité. Donc tout de suite, vous avez pris en main les choses, vous vous êtes dit, il faut que j'arrive à modifier ma manière d'éjaculer, ma manière de tenir, ma manière de lâcher. Et donc vous avez fait le travail par vous-même et c'est très bien. Voilà. Merci. Après, vos émissions, ça aide aussi. Hein. C'est vous, vos témoignages qui aident et mes invités. Hein. Moi, je passe les plats. Hein. Oui, mais elle le fait très bien, Brigitte. Merci. Merci Christophe, en tout cas de ce témoignage. Il nous reste 2 minutes avant de nous séparer. Éric Haller, on a parlé un peu de tout sans parler vraiment en détail. Hein. Bien sûr, c'était pas notre but. Hein, c'était plutôt de laisser la parole aux différents témoignages. En conclusion, rappelons qu'il y a une solution, mais pour ça, il faut faire un vrai diagnostic. Et c'est pas juste en consultant un médecin qui va nous dire, qui va nous faire une petite ordonnance que ça marche. Hein. C'est ça. Il faut qu'il y ait une véritable, que nous nous éduquions tous dans la société pour apprendre, sont des choses simples mais importantes, apprendre à regarder le problème et faire des analyses qu'on peut faire soi-même avant toute chose, pour après, quand on se retrouve face ou avec un médecin, eh bien on puisse ensemble avoir un degré d'exigence sur ce que l'on est en possibilité d'avoir. Voilà, et vraiment tout problème érectile a une solution, n'importe, même si c'est catastrophique, désespérant, désastreux. Si l'on veut bien inclure
la mise en place d'un implant pénien, la réponse est oui. Et vraiment, un message peut-être que l'on peut donner, c'est discuter, rencontrer des vrais professionnels qui connaissent bien le sujet. Alors moi, je ne pose pas d'implant pénien, ce sont mes collègues urologues qui font ça. Évidemment, il n'y en a pas beaucoup parce que 800, c'est peu de pratique. Bien sûr. Mais il y en a qui connaissent remarquablement le sujet. Je pense j'imagine qu'ils sont visibles sur Internet. Et il faut avoir recours à ces urologues qui sont des gens fantastiques et qui sont tous persuadés qu'ils peuvent apporter énormément aux hommes pour qui il n'y a pas d'autre solution à nouveau. Oui, Quand il y en a d'autres, il faut les mettre en œuvre. C'est la dernière chance, mais elle marche. Elle marche très bien. C'est ça qu'il faut dire. Merci beaucoup, Éric Allaire. Je rappelle que vous êtes l'auteur aussi de ce livre, Guide de l'impatient, qu'on trouve sur Internet aux éditions Bouclis. Tout de suite, vous allez retrouver votre avenir. Demain, nous sommes avec Daniel Bellesteros, c'est ce médecin qui a écrit un livre qui s'appelle Se soigner, c'est s'écouter. Et justement, il va vous donner toutes les solutions pour surmonter le stress et vous maintenir en bonne santé grâce aux 7 lois spirituelles ancestrales. Voilà, donc si vous avez envie de passer une bonne fin d'année et une nouvelle année en pleine forme, eh bien restez avec nous demain et vous aurez toutes les solutions. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.